Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, c'est en compagnie du secrétaire départemental du SNUPEP Mayotte, Rivo Malala Rakoto-Njavelo, que je vous propose de commencer cette édition. Bonsoir Rivo. Bonsoir à tout le monde. Alors, à peine les cours ont-ils commencé que vous vous appelez déjà à descendre dans la rue. En ce qui concerne votre principale revendication, elle reste la même que l'année dernière, à savoir les rythmes scolaires. Nous verrons cela en détail avec vous dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci. Pierre, bonsoir. Bonsoir Amina. Alors nous allons parler d'un sujet de l'actualité d'aujourd'hui, en approfondi avec vous. Il s'agit de la pollution qui touche la mangrove de Mtsapéré. Oui, effectivement, la mangrove de Mtsapéré et Mayotte dans son ensemble. Alors on verra cela tout à l'heure, mais voici d'abord les titres de ce mercredi 26 août. Le mouvement de grève annoncé a débuté ce matin dans le premier degré. Malgré la faible mobilisation, la détermination semble être au rendez-vous, laissant présager des semaines compliquées à venir. Les explications dans notre journal. La pollution est un fléau qui peine à être résolu. L'île aux lagons semble être considérée par certains comme une décharge à ciel ouvert. Le non-respect de l'environnement est une triste réalité qu'il convient de dénoncer quotidiennement. Les vacances sont terminées, mais certains souvenirs resteront longtemps gravés dans les mémoires des jeunes vacanciers. Nous avons dans ce cadre suivi une balade en poney organisée dans le village de Canibé. Reportage à la fin de cette édition. Le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré est entré en grève ce jour, soutenu par les parents d'élèves. Ils expriment leur opposition quant à l'application des nouveaux rythmes scolaires et leur généralisation dans les écoles en rotation. Malgré le peu de personnes présentes dans les rues, plusieurs écoles ont tout de même été bloquées à Bouéni ou encore à Sada. Des actions coup de poing qui donnent le ton du mouvement. Plus d'explications dans ce sujet signé Camille Glass, Abbas Salidi et Pierre Bellucci. Chose promise, chose due, enseignants et parents d'élèves étaient bel et bien dans la rue ce matin pour protester contre les rythmes scolaires. Et devant le peu de personnes mobilisées sur place, le représentant du syndicat des parents d'élèves s'explique. Vous savez, ici à Mayotte, c'est très difficile de mobiliser les gens. Mais pour autant, on a quand même mobilisé les gens par texto. On a mobilisé certaines mairies et notamment là actuellement la mairie de Sada. Nos collègues qui devraient être à Mamoudzou, ils sont bloqués là-bas en négociation avec le maire. La commune de Bouéni, toutes les écoles et la mairie ils sont fermés aujourd'hui. Normalement tout le monde était censé arriver ici à 7 h, mais vu qu'apparemment il y a des négociations avec le maire, ils sont restés aussi bloqués là-bas. Au nord c'est pareil. Bon après c'est le premier jour quand même, donc il y a toujours un petit début, mais là on va commencer encore, on va amplifier nos démarches pour sensibiliser le maximum de monde pour que assez rapidement on sorte de cette situation, quoi. Les parents d'élèves ont rencontré les deux députés ce matin, avec en premier lieu Bouane Ali Saïd, qui, conscient des problèmes, se veut ouvert au dialogue. Les dispositions d'ordre législative doivent être plus regardantes, si vous voulez, sur les situations locales. C'est un ensemble à reprendre. Il faut reprendre le chemin de la construction, de la négociation, des interrogations. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être avare, si vous voulez, de voir accompagner commune par commune pour avoir un produit réussi. Il ne faut pas galvauder ce mécanisme qui est très intéressant, qui s'appelle le rythme scolaire. Au-delà des rythmes scolaires, c'est encore et toujours le manque de moyens et de sécurité qui pousse les parents d'élèves à se mobiliser. Nos enfants doivent aussi être instruits dans une école digne, dans une école qui ne représente pas des dangers. Les parents, là où ils sont, quand ils vont déposer les enfants, doivent se sentir aussi en sécurité, doivent se sentir tranquilles parce que les enfants sont en sécurité à l'école. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas de tentatives de viol par des gens extérieurs à ces écoles. Il y a eu des accidents, des enfants renversés. Et tout ça, nos élus, la population n'arrive pas à se mobiliser. On se demande vraiment pourquoi. On va essayer quand même de mobiliser encore une fois et on essaie assez rapidement de sortir de cette cacophonie. Après ce premier jour de grève et plusieurs blocages d'écoles à Bouéni ou encore Sada, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rentrée 2015 est agitée et cela ne semble être là qu'un début. Alors Rivo, je me tourne vers vous. Une rentrée agitée, vous qui êtes secrétaire départemental du SNUPEP.
Ces rythmes scolaires, qu'en est-il de votre côté? Vous tenez toujours à les contrer? Je ne pense pas que nous soyons en train de faire semblant. L'année dernière, nous avons aussi, à pareille époque, dès la rentrée, démontré notre opposition. Nous l'avons démontré tout au long de l'année scolaire précédente. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus par le vice-rectorat, par la vice-rectrice. Eh ben, ils savaient pertinemment qu'on allait déposer de préavis de grève. Mais vraiment, au fond de cette affaire-là, je ne comprends pas pourquoi, d'un côté, le gouvernement nous parle de Mayotte 2025, c'est-à-dire qui veut que les choses, l'alignement sur le droit commun se fasse en 10 ans. Et que sur la question des rythmes scolaires, on nous dise on applique ça dès maintenant, alors que le gouvernement même a conscience des difficultés, des manques de salles de classe, de l'absence de cantines scolaires et des difficultés d'accueil des élèves. Donc je ne comprends pas pourquoi, sur ce point-là, il y ait un entêtement de la vice-rectrice. Justement, Rivo, avant de revenir sur ce que vous dites, on va écouter ce que la vice-rectrice nous a dit hier sur ce plateau concernant justement ces rythmes scolaires. Écoutez, moi, je ne veux pas alimenter la polémique parce que je pense que ce serait stérile et que moi, il n'y a qu'une chose qui m'importe, c'est qu'on s'occupe des enfants et qu'on ne sacrifie pas une génération d'enfants. Je pense qu'il est temps qu'on travaille sur les contenus d'enseignement. Nous avons actuellement sur le territoire le délégué général de la langue française et des langues de France, qui a un rapport qui lui a été demandé par le Premier ministre qui était venu sur le territoire. Et ce monsieur a choisi Mayotte pour pouvoir travailler, pour essayer d'apporter une plus-value sur le travail autour de la maîtrise de la langue. Je crois que c'est plus important de donner du temps à nos enfants pour travailler là-dessus. L'organisation des rythmes scolaires, vous avez entendu, vous avez une dame qui vous a dit qu'elle était contente de savoir ses enfants à l'école le matin et l'après-midi. Oui, il y a des problèmes, mais si on attend que les 600 salles de classe soient construites avant de faire l'école aux enfants, alors je pense que vos enfants, madame, si vous en avez, et les enfants d'un certain nombre de personnes vont vraiment être totalement sacrifiés. Et ça, moi, je ne le ferai pas. Alors, ça répond peut-être ici, Rivo, à votre intervention, disant que Mayotte 2025, c'est dans 10 ans. Alors, pourquoi vouloir appliquer? Peut-être pour ne pas, justement, gâcher l'avenir des jeunes Mahorais en attendant cette date? Moi, je veux bien travailler le contenu et je pense que c'est l'objectif, la volonté de tous les collègues. Mais effectivement, travailler le contenu et accueillir les enfants, surtout dans de bonnes conditions. Je ne pense pas qu'on peut aboutir à la qualité si déjà l'accueil de ces gamins, l'accueil de ces jeunes se fait dans des conditions que même elle-même, la vice-rectrice, n'osera pas envoyer son enfant, ses enfants, dans nos écoles. Et on en a vu des vice-recteurs et des vice-recteurs passer et mettre leurs enfants dans les écoles privées, entre parenthèses. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui 15 écoles en rotation, donc ce n'est pas 600 salles de classe, ce que je veux dire, 15 écoles en rotation qui appliquent les rythmes scolaires. Nous disons que là, ça ne peut pas, c'est pas porteur, c'est pas efficace. Déjà, les 5 heures d'affilée, c'est pas efficace, mais là, mettre une couche de rythme qui pénalise à la fois les enseignants, mais surtout les élèves, ça ne sert à rien. Et quand on parle de contenu, quand on parle de qualité, nous savons et on veut faire améliorer cela. C'était la ministre des Outre-mer qui était à Mayotte, enfin, de la réussite éducative, Madame Paul Angevin, qui est désormais ministre des Outre-mer, qui avait dit il y a 40% des horaires dus aux gamins qui sont perdus à l'époque. Avec les rythmes scolaires, c'est les après-midi. Et nous, pourquoi nous proposons par exemple 5 matinées de 4 heures et 2 après-midi de 2 heures? C'est juste pour ne pas avoir le gros déchet, un déchet important en termes d'horaire. Donc c'est diminuer le nombre d'après-midi, non pas parce qu'on ne veut pas être en classe, c'est parce que les après-midi, les collègues qui pratiquent
Ces rythmes-là, les après-midi ne servent à rien. Les enfants sont là, on fait juste, les collègues, ils ont l'impression, non, c'est pas ils ont l'impression, ils nous l'affirment, ils font juste de la garderie. Donc c'est pour ça qu'on propose cela, c'est pour ça qu'on souhaite que l'administration nous entende. Mais il y a un certain entêtement. Alors, vous n'avez pas peur que ce qui s'est passé l'année dernière se reproduise encore cette année avec ce mouvement qui commence en rentrée, des élèves qui n'auront pas cours pendant plusieurs jours? Non, mais le problème, c'est pas avoir ou pas avoir cours. C'est avoir cours, ils peuvent avoir cours. Mais déjà, si on perd les après-midi, à quoi ça sert? On veut ne pas perdre les après-midi. On veut que ce soit le plus efficace possible. Ce sont des maçons, par exemple, qui veulent construire leur mur et qui voient que manque de sable ou bien manque de ciment. Eh bien, ils se disent, dans ces conditions-là, nous, on ne peut pas le faire. Et parce que le mur ne sera pas solide. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Le mur, les enfants que nous sommes en train d'enseigner les après-midi ou dans ces conditions-là de rythme scolaire, c'est pas porteur, c'est pas efficace. De la même manière, dans une école ou dans des écoles où nous savons déjà qu'il y a des problèmes de conditions de travail, des problèmes climatiques, fournitures et tout ça, et on ajoute encore une couche des rythmes scolaires. Donc pour vous, c'est votre dernier mot, vous tenez, vous ne lâcherez pas. Ben nous disons, et nous sommes contents d'avoir des parents d'élèves à nous soutenir, agir avec nous, et demain, nous serons dans les rues avec les parents d'élèves, et naturellement, nous encourageons à ce que les collègues et les parents d'élèves agissent de concert et bloquent ces écoles. Merci beaucoup, Rivo. Je rappelle, vous êtes le secrétaire départemental du SNIPP à Mayotte. Merci pour votre intervention. C'est moi. Et en marge du mouvement qui touche le premier degré, l'école d'apprentissage maritime est elle aussi en proie à un mouvement de grève en cause des problèmes qui remontent à septembre 2013 au moment de la réorganisation de cette école. Davantage de précisions sur le mouvement dans nos éditions à venir. 2 nouveaux camions flambant neufs ont été remis ce matin aux sapeurs-pompiers. Le premier destiné à la caserne de Kahani et le second à Akwa. Et c'est fier et heureux que les soldats du feu ont pris possession de leurs véhicules respectifs, identiques à ceux que l'on retrouve en Hexagone. Au total, 12 véhicules sont affectés aux 6 centres de secours qui existent sur l'île. Une bonne nouvelle pour le SDIS de Mayotte et dont se félicite le conseil départemental. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. À la remise des clés des 2 camions, la fierté se lit sur le visage de ces sapeurs-pompiers. Un moyen de reconnaître le travail de ces hommes qui sont au service de la population et qui veillent à leur sécurité. Ça ne va pas changer grand-chose parce que ça ne va pas nous rajouter de matériel en plus, mais ce sont des dotations pour prendre d'autres ambulances qui sont vieux. Donc c'est un remplacement, mais ça ne va pas nous apporter d'autres matériels de plus. La seule différence, c'est qu'on a des véhicules performants par rapport à ceux qui existent aujourd'hui. Ce type de camion ne peut transporter que 3 sapeurs-pompiers par intervention, mais peut être renforcé selon les besoins de la mission. La commande a été passée il y a plusieurs mois et l'attente fut longue en raison d'un retard à la livraison. Mais l'essentiel reste aujourd'hui qu'ils sont bel et bien arrivés à bon port, pour la plus grande satisfaction des pompiers qui n'ignorent pas que cet achat onéreux représente un vrai plus pour leur travail quotidien. Le service départemental, donc, nous avons un budget et ce budget, donc, cette année, avec la décision de la présidente, nous avons axé sur l'achat de 2 ambulances donc, qui viennent d'arriver, qui sont juste derrière moi. Ces ambulances qui sont à l'identique, je tiens à le préciser et conforter les propos, qui sont à l'identique du matériel qui existe en métropole, sont sur un budget de 71 000 € et arrivés à Mayotte, nous sommes à peu près sur 108 000 €. Nous avons une gestion très stricte sur tout l'ensemble de ces 12 ambulances sur le département. Nous avons donc un suivi aussi bien de la partie de l'entretien mécanique, des contrôles techniques obligatoires. Et ensuite, après, nous avons aussi tout un contrôle et un suivi de tout ce qui est des consommables, que ce soit du matériel pharmaceutique qui est à l'intérieur de l'ambulance et bien sûr de tout ce qui est essence, pneumatique, etc. Une remise des clés qui redonne le sourire à ces hommes passionnés et motivés par leur métier. La présidence du SDIS et conseillère départementale de Ouangani Chikoni, Mouanecha Soumaïla, a tenu remettre en main propre les clés des 2 véhicules afin de leur signifier combien leur travail est important pour l'île. Nous avons un manque en ambulance en moyen. Donc aujourd'hui, nous sommes équipés de ces 2 ambulances. Donc ça permettrait effectivement à nos sapeurs de mieux réaliser leur mission. Aujourd'hui, c'est un service qu'on ne peut pas se passer.
C'est un service très important, c'est pourquoi on doit sensibiliser l'État, le département, qu'il puisse mettre les moyens dans ce service afin de l'améliorer. Ces 2 véhicules remis ce matin seront destinés à des missions du SDIS à caractère d'urgence. Ainsi, 244 pompiers professionnels et environ 300 pompiers volontaires interviennent tous les jours dans des missions au secours de la population mahoraise. Et les voilà aujourd'hui mieux armés pour mener à bien leur mission. La pollution visuelle et environnementale fait partie des véritables fléaux qui sévissent sur notre île. Canettes, déchets plastiques, pneus, frigos et autres déchets en tout genre. Le décor est parfois lugubre, un manque de respect de l'environnement qui affecte particulièrement la mangrove de Mtsapéré. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et les opérations de nettoyage, rien n'y fait. Mayotte reste empêtrée dans ses déchets. Un sujet signé Shakila Issouf et Pierre Bellucci. Les images sont grotesques et font peine à voir. Mayotte croule sous les déchets au point d'en être défigurée dans de nombreux lieux. La mangrove de Mtsapéré en fait quotidiennement les frais, au vu et au su de tous. À chaque fois que l'on se rend dans une mangrove, on ne peut plus y échapper. Il y a des centimètres de déchets sous nos pieds, des déchets encombrants tels que des frigos, des télés, des pneus comme vous le dites. Et ça, on le constate à chaque opération. Et notamment, dernièrement, on est allé faire une opération sur la réserve de l'îlot Mbouzi. Donc un îlot qui est quand même isolé et où on retrouve des déchets, des macro-déchets qui viennent par les courants de grande terre jusque sur l'îlot, se déposer sur le littoral. Outre la pollution visuelle et olfactive, c'est avant tout l'environnement qui en prend pour son grade, avec de véritables risques pour la biodiversité de notre île, comme nous l'explique la chargée de communication des naturalistes. Qui dit déchets dans la mangrove dit risque de disparition de cette mangrove. De 2003 à 2008, la mangrove a reculé de 20% sur le territoire. Donc on constate qu'elle est sensible à cette question des déchets. On a par exemple une espèce de palétuvier qui est le palétuvier petite feuille qui est très sensible aux déchets et qui est aujourd'hui en voie de disparition. Si on se rend par exemple dans la mangrove de Tsingoni, d'Iloni, on voit que les feuilles de ce palétuvier sont malades. Les premiers symptômes pointent déjà à l'horizon. Lagon, faune, flore, l'impact est grandissant et pousse les associations à agir avant qu'il ne soit trop tard. On organise par exemple tout au long de l'année avec l'école primaire et maternelle de Ngombani. Toutes les écoles, toutes les classes font des animations de terrain dans la mangrove, justement pour sensibiliser les jeunes d'une part au rôle, au fonctionnement de cette mangrove, à son enjeu et puis à la question des déchets, puisque maintenant c'est très associé à la mangrove. Si elle est indispensable, la sensibilisation ne suffit pas à régler ce problème qui devient chaque jour qui passe de plus en plus affligeant. Alors Pierre, on l'a vu, la pollution est un véritable fléau à Mayotte. Donc les Mahorais voient leur île sale. Oui, effectivement, d'après le baromètre des déchets paru dernièrement, 90% de la population trouve son île sale, effectivement. Donc ça prouve qu'il y a une prise de conscience, mais ça n'évolue quand même pas, c'est-à-dire que ça qui est incroyable. Et pourtant, on reste dans un état constant. Parmi les grandes problématiques, avant-hier nous parlions des accidents, des problèmes au niveau de la route, parlions hier de la vie chère. Là, on est sur un véritable problème à Mayotte, la saleté et tous ces déchets qui envahissent les mangroves, qui font reculer la mangrove. Et c'est ça, on ne se rend pas vraiment compte à l'heure actuelle, mais la mangrove recule et les déchets s'amassent. Et lorsqu'il y a des campagnes à la fois de sensibilisation et de nettoyage, comme il y a eu, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y en a jamais eu, le problème c'est que 2 semaines après, quelques jours après, quelques semaines après, ça redevient comme avant, si ce n'est pire. Là, il y a un véritable problème. Et pourtant, on dit qu'à Mayotte, c'est l'un des rares endroits au monde où on trouve de la mangrove. Donc est-ce qu'il n'y a pas ici un manque d'action, une sensibilisation qu'il faudrait peut-être pousser encore plus pour que les Mahorais se rendent compte de cela ? Disons que la sensibilisation, elle existe, mais c'est difficile de sensibiliser. C'est un travail à long terme, et aujourd'hui, on est à un tel point que il faudrait que ça aille beaucoup plus vite, effectivement, et ça ne va pas suffisamment assez vite. Et comme vous le dites, les palétuviers, nous avons des espèces rares à Mayotte qui sont en voie de disparition.
Et c'est gravissime, c'est affligeant quand on passe sur la rocade de Mtsapéré, vraiment. Le décor est très triste à voir, quoi. Tout le monde y passe et voilà, c'est au vu et au su de tout le monde et on n'a pas vraiment de mots, quoi, pour. Alors en ce moment, on parle beaucoup de la candidature de Mayotte patrimoine de l'UNESCO. Alors est-ce que ça ne serait pas un frein, un obstacle pour que Mayotte puisse atteindre justement cet objectif ? Clairement, en l'état actuel, je ne pense pas que ce soit possible d'avoir notre lagon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas dans cet état-là. Et alors, le nettoyage, c'est bien, comme on le dit, on peut nettoyer et rendre propre pendant quelques temps, mais si derrière, on ressalit au bout de 2 semaines, je veux dire, les commissions qui vont venir observer, jamais elles n'accepteront de faire de ce lagon un patrimoine mondial. C'est inconcevable à l'heure actuelle. Alors, qui dit sensibilisation dit aussi qu'il faut passer par la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, c'est un sujet qui revient et qui est pris au sérieux ? Effectivement, je pense même qu'on est un peu dans une psychologie inverse où ce sont les enfants qui apprennent aux parents, puisque eux, à l'école, ils sont régulièrement sensibilisés aux problèmes, ils vont jeter à la poubelle. Et on le voit dans les écoles, ils vont jeter à la poubelle. Et je pense que les professionnels souhaitent passer par là, c'est-à-dire que les enfants montrent l'exemple quelque part. C'est un peu ça, c'est peut-être une solution. Merci beaucoup Pierre, à noter, on le retiendra pour les prochaines éditions bien sûr. Cap maintenant sur les îles voisines. Comme attendu, le gouvernement comorien a confirmé le calendrier électoral et l'exclusion de Mayotte de la tournante. Le scrutin présidentiel qui devait se tenir sur l'île Lagon en février 2016 n'aura donc pas lieu. Une annonce qui a suscité de vives réactions dans l'ensemble de l'archipel. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population comorienne installée à Mayotte pour connaître son avis sur la question. Un sujet signé Shakila Issouf, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. C'est désormais officiel, Mayotte n'est plus concernée par les élections qui se dérouleront en février aux Comores. C'est du moins ce que semble vouloir exprimer le calendrier électoral et cette exclusion de Mayotte de la tournante. Pour certains, cela revient à accepter Mayotte française. Pour d'autres, c'est la France qui en ressort gagnant avec l'éternel discours de la manipulation étatique. Pindi Mfaransa arenga shinu shashmaore shini ajaketi wanafanya siege ya hebani basi komorile la kana ndo kovoto anfu mia ile kana parwenda bahano mana mwamnya mjanja Mfaransa mwamnya mjanja. Selon la constitution des Comores, c'était au tour de Mayotte d'organiser les élections, une entrave au texte fondateur qui pose question, surtout si l'on s'en réfère au dernier jeu de l'océan Indien que la délégation comorienne a quitté sous prétexte d'un non-respect de la charte par Mayotte, une décision dont risque fort de faire les frais le candidat franco-comorien Hakim Ali Saïd. Bon, ringia ama premier ministre au deuxième ministre haonesa ukaya hasa halance ye zevoti o wakati nile dati kaone lazimu wandu wasabiki wabeheze wafanye zevoti premier tour na deuxième tour ama mushkil koti yao o mushkili ronaldo kaya Hakim Said Mayotte wae ngwanzi yabehe kana dituri hahe harma ya president ya Comores. Les élections approchent et la tension monte de chaque côté. Il faudra maintenant attendre début 2016 pour savoir si la Cour constitutionnelle accepte ou non la candidature d'Hakim Ali Saïd. Affaire à suivre. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 26 août dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. La présidente de Mayotte Channel Gateway avait prévenu, si la Smart ne signait pas de contrat avant le 24 août 9h, elle déposerait un recours devant le tribunal administratif pour exiger son expulsion de Longoni. La demande étant restée lettre morte, le recours en référé a été déposé lundi. Cela fait maintenant plusieurs mois que la tension est palpable entre le manutentionnaire historique et le gestionnaire du port.
En achetant 3 grues mobiles avec un agrément fiscal délivré par Bercy, Idanel avait la ferme intention de redéfinir le champ de compétences de la Smart. Ainsi, cette dernière ne se chargerait plus que du déchargement du vrac et des containers sur bateaux équipés de grues embarquées. Mais si la Smart n'a pas mis d'eau dans son vin, c'est en partie à cause du soutien indéfectible du conseil départemental. Or, depuis le 1er novembre 2013, aucun contrat ne liant MCG et Smart n'a été signé. C'est donc forte de son bon droit qu'Idanel a saisi la justice. L'audience aura lieu vendredi prochain et c'est maître Benoît Jorion qui défendra les intérêts du gestionnaire du port. Or, cet avocat n'est pas inconnu du conseil départemental puisqu'il a assisté à plusieurs reprises l'institution à leur conseil général. Les dés sont maintenant jetés et la décision très attendue. Dans le cadre du programme de développement rural 2004-2020, un appel à projet concernant la mise en valeur des milieux naturels terrestres du département a été diffusé hier par la préfecture. Le dispositif aménagement touristique pour l'accueil du public en zone forestière ou autres zones naturelles promeut le développement de l'écotourisme en garantissant la conservation des sites fragiles et la sécurité du public. La mise en place d'infrastructures légères de type pharé, points d'observation et circuits de randonnée s'inscrit dans une logique de mise en valeur du patrimoine naturel et de diversification économique des zones rurales. Ces opérations sont ouvertes aux collectivités territoriales, établissements publics et associations. Cependant, quels que soient les projets présentés, il ne faudra pas oublier de prévoir l'entretien en plus de la réalisation. La date limite de dépôt des projets est fixée au 30 octobre à 17 h. D'ici quelques temps, Mayotte pourrait donc bien changer de visage et par la même occasion d'image. Bonne nouvelle pour les amateurs de fruits, la réglementation évolue et autorise l'importation de bananes légumes en provenance du Mozambique. Ce qui est moins réjouissant, c'est le début du communiqué de la préfecture. En effet, selon le document, cette mesure est prise pour faire face à d'éventuelles situations de pénurie. Il serait donc désormais possible de trouver sur les étals des bananes mozambicaines, au même titre que malgaches, comoriennes et autres mauriciennes ou séchelloises. Cette autorisation s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale et est conditionnée au respect d'exigences phytosanitaires strictes. Les fruits devront provenir de régions indemnes de toute bactérie ravageuse de culture et les containers devront être au préalable désinfectés. Cette avancée devrait permettre de faciliter les échanges commerciaux entre pays de la zone, notamment avec le Mozambique. Alors peut-être sera-t-il bientôt possible de déguster des tomates anjouanaises et des carottes moëlliennes et par ce biais préserver un tant soit peu son porte-monnaie. Les vacances sont terminées, mais nombreux sont ceux qui s'en souviendront encore longtemps. Et si certains ont trouvé le temps long, d'autres en revanche s'en sont donnés à cœur joie, multipliant les activités. Du côté de Canibé, par exemple, plusieurs enfants du village ont pu découvrir le plaisir d'une balade en poney. Un beau cadeau que leur a offert l'association du développement durable, éducatif, culturel et de la cohésion sociale de Mayotte, en partenariat avec le centre équestre. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Sauter dans un château gonflable, monter à dos de poney pour une balade, ces petits vacanciers savourent les derniers moments de vacances. C'est à dos de poney qu'ils vont parcourir le village. Le centre équestre participe pour la 3e fois à une journée balade en poney à Canibé, un moyen pour le centre équestre d'être au cœur du village, mais aussi d'être présent dans la vie quotidienne des Mahorais. Le centre équestre, il essaye d'être dans la vie de tous les Mahorais et voilà, dimanche on était à Aqua et aujourd'hui on est à Canibé et voilà, c'est notre rôle aussi. Pour nous, le poney il est médiateur de plein de valeurs et voilà, il n'y a qu'à voir aujourd'hui le regroupement que ça fait, donc c'est bien que le poney rassemble, alors si on peut faire quelque chose tous ensemble, tant mieux. La cloche de la rentrée scolaire vient à peine de sonner, mais nombreux de ces petits vacanciers se souviendront de ces moments avec les poneys. Pas toujours facile de trouver les mots pour ces enfants, mais le bonheur qui se lit sur leur visage suffit. Alors, comment tu as trouvé? C'était bon. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu voulais faire une balade à poney? Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? Non. Pourquoi tu aimes faire ça? Pour m'amuser. L'association du développement durable, éducatif, culturel et de la cohésion sociale de Mayotte a été créée en mai 2015 dans le but de redynamiser le village et la MJC de Canibé. Pour cette sortie, ils ont été accompagnés par le représentant des personnes âgées.
wanatsa lazima wapashie ushunapunda wasterehi hata wakati leo kamba wanyowe zipunda wasokarade mbabani maza wakati upari hania atongoza njema sa tongoza njema kiasi ya utosha atawasima bakoko mkini rijibi wa manato jua wajau ripare sukuba rahindra mbiyombi wajau rifurahi wajau. Une partie des fonds récoltés vont servir à acheter du matériel pour améliorer les conditions scolaires de ces enfants. Les représentants de la 2BECS ont récolté 240 € sur 2 journées et espèrent susciter l'intérêt des élus d'autres villages et communes afin de permettre à de nombreux autres enfants de vivre ces instants de joie si particuliers. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition que vous retrouverez bien sûr en replay sur notre site l'infoquesi.fr. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Zach Hand. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Prochain rendez-vous avec l'info en radio demain matin avec le journal de la matinale présenté par Pierre Bellucci. Excellente suite de programme à vous sur KTV.